Qui suis-je? Qui suis-je? Je possède actuellement les deux meilleurs joueurs du monde, mais je ne parviens pas à leur fournir une équipe correcte. Hmm, oui, c'est bien les Oilers d'Edmonton. Difficile de savoir par où commencer. Il y a des équipes où forcément tout s'écrit un petit peu facilement. Ils sont en reconstruction, ils sont en quête de titre. Mais avec Edmonton, honnêtement, difficile de voir où va cette franchise. Ils ont dans leur rang les deux meilleurs joueurs au monde. Et à ce jour, ils n'ont pas de direction claire. Alors oui, ils ont une chance de gagner tant que ces deux joueurs-là sont là. Mais rappelez le coach le plus controversé de la ligue actuellement, en Mike Babcock, est-ce que c'est vraiment la solution? Je n'en sais rien. Alors on va essayer en 10-12 minutes de faire le tour de la question des Oilers, mais je pense qu'on pourrait en parler pendant une heure et demie, qu'on n'aurait pas la réponse évidente. Les Oilers, la saison passée, c'est une saison régulière moyenne, 93 points, ils finissent au 14e rang. C'est toujours une très bonne attaque, 282 buts marqués, bon pour le 6e rang. 265 buts encaissés, c'est là où le bas blesse, bon pour le 25e rang. Au niveau de la supériorité numérique, vous mettez deux des meilleurs joueurs au monde offensivement ensemble, forcément ça donne le premier rang avec 30,6%, loin devant tout le monde. C'est la clé de voûte de cette équipe des Oilers. En infériorité numérique, c'est moins bon, 77%, bon pour le 20e rang. En tir par match, on n'est pas loin des 30 tirs, donc bon pour le 4e rang. C'est encore une fois la preuve que cette équipe est offensivement bien construite. Et 11,6% des tirs pris, des tirs tentés en tout cas, vont toucher la cible. C'est bon pour le 11e rang. Alors forcément, quand on parle des Oilers, on parle avant tout de 2, voire 3 individualités. Commençons par l'évidence, Connor McDavid est le meilleur joueur du monde. Je n'ai pas peur des mots, c'est un joueur exceptionnel, c'est le seul capable de faire passer un frisson dans une patinoire alors qu'il prend le palais à environ 50 mètres des cages. Vraiment, c'est impressionnant. J'ai eu la chance et l'honneur de le voir en demi-finale des Jeux Olympiques à Milan. Je n'ai jamais ressenti ça pour peut-être Crosby, que j'ai eu la chance de voir également, mais en dehors de Crosby, honnêtement, Connor McDavid, c'est une autre dimension. C'est une vitesse hors norme, c'est un talent exceptionnel, un shoot hors du commun. Il a tout pour lui et c'est clairement le meilleur joueur du monde actuellement, 138 points en 82 rencontres. Ça prouve bien tout ça. Il a connu des séries compliquées, mais on rappelle qu'il avait le pied cassé. Quand même compliqué de patiner quand t'as le pied cassé. Mais en tout cas, oui, clairement, c'est le meilleur joueur du monde et tant qu'il sera chez les Oilers auront une chance de gagner. Son comparse est le meilleur joueur européen en Leon Draisaitl. Il a mis 97 points en 65 rencontres. Il a raté toute la fin de saison avec une blessure qui l'a bien handicapé. C'est totalement un joueur différent de ce que peut être Connor McDavid. Lui, il est tout en contrôle, tout en physique. Il est impossible à bouger. Une énorme vision du jeu, un très bon tir également. Un bon coup de patin, bien évidemment, mais c'est pas du tout le même type de joueur et ensemble ça combine quand même vraiment bien. Il a fait une bonne saison. On a vu qu'en fin de saison, il a quand même un petit peu tiré la sonnette d'alarme pour les Oilers en disant qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Est-ce que maintenant son appel sera entendu? C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Arrêtons-nous maintenant sur Evan Bouchard. Alors Evan Bouchard est assez critiqué et je pense que c'est pas mérité parce que c'est un joueur qui offensivement est excessivement complet. Le défenseur de 26 ans qui a été drafté également du côté d'Edmonton réalise sa meilleure saison en carrière avec 95 points en 82 rencontres. Rappelons quand même que c'est un défenseur, 95 points et la limite des 100 points pour un défenseur, c'est quand même une limite un petit peu mythique qui n'a que très rarement été franchie dans le hockey moderne. 74 points, 21 buts, 7 points en 6 matchs de playoff. Honnêtement, difficile de critiquer la saison d'Evan Bouchard. Je pense qu'il pâtit un petit peu du fait de jouer avec les deux meilleurs du monde et donc on estime que c'est simple entre guillemets de jouer avec eux. Vu la vitesse d'exécution des deux larrons, il faut quand même réussir à les suivre et si le powerplay fonctionne, c'est aussi notamment grâce à lui. Donc Evan Bouchard est un
top défenseur numéro 1 d'une franchise qui veut gagner la Coupe Stanley. Je pense que ça a du sens et il faut marquer peut-être un peu plus de respect sur Evan Bouchard. Le dernier joueur qu'on va citer, c'est un joueur qui effectivement a peut-être pas eu forcément la carrière qu'on attendait de lui, mais qui a un rôle essentiel du côté des Oilers, c'est RNH, Ryan Nugent-Hopkins, l'ancien choix de premier tour qui maintenant a 33 ans, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Il joue en fait tout ce que Connor McDavid et Draisaitl ne jouent pas, donc il joue un petit peu les missions défensives, il joue sur un troisième trio à vocation plus défensive, tout en maintenant quand même 56 points. Alors bien évidemment il joue du powerplay avec les deux autres, donc ça aide effectivement à gonfler les stats, mais c'est un très bon joueur et il reçoit peut-être pas le crédit qu'il mériterait dans une équipe standard, et c'est un joueur essentiel pour les Oilers s'ils veulent envisager de gagner la Coupe Stanley. La saison passée, les Oilers sont donc perdus au premier tour des playoffs, à la surprise globalement. Ils sortaient d'une saison qui était mauvaise, les Ducks arrivaient lancés avec des jeunes joueurs vraiment motivés. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que l'équipe avait mieux à faire, mais on sait que Draisaitl était bien blessé pendant les playoffs puisqu'il a joué quasiment sur une jambe. McDavid pareil. Bon, forcément, quand tes deux meilleurs joueurs sont pétés, il y a peu de chances quand même d'aller au bout. Mais c'est vrai que c'est une saison décevante. Qui dit saison décevante dit du coup note décevante. J'ai mis 4 sur 10. McDavid et Draisaitl portent un projet un peu tout seul. Et j'ai mis la défense fait vaciller, mais c'est pas que la défense, c'est vraiment le supporting cast, les gens autour, qui à mon sens ne sont pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'une équipe qui se veut être un contender chaque saison. Alors voyons voir ensemble l'effectif pour la saison prochaine, mais avant, moi je me suis amusé à faire une petite stat. Je suis allé voir quels étaient les joueurs draftés depuis la draft de Connor McDavid du côté de Edmonton qui avaient eu une carrière en NHL, et est-ce que effectivement l'équipe a eu des joueurs qui ont fait carrière et qui font encore carrière. On voit que pas grand chose. Alors il y a John Marino, qui est un de mes joueurs préférés, qui a effectivement fait une très bonne carrière du côté de Utah actuellement, et qui est un joueur dans les deux sens de la patinoire, qui aurait fait énormément de bien du côté d'Edmonton. Il n'a jamais réussi à percer l'alignement d'Edmonton. On a Jesse Puljujärvi qui joue maintenant en Suisse, qui n'a jamais réussi à se faire son trou à hauteur de ce qu'on attendait de lui. Kailer Yamamoto, pareil, on attendait plus de lui, il n'a rien donné. Evan Bouchard, ok, il a une carrière respectable en NHL. Mais sinon on monte et j'ai pas de joueurs qui ont été draftés ou qui ont été conservés par l'équipe qui a vraiment percé en NHL. Je cite souvent Dylan Holloway, le joueur de Saint-Louis, qui a été drafté par Edmonton, mais Edmonton qui a complètement laissé tomber, alors qu'on voit qu'Holloway maintenant joue un premier trio à Saint-Louis. Et imaginez un Holloway sur un premier trio avec Connor McDavid, honnêtement ça serait impressionnant. On regarde aussi les joueurs qui ont été draftés sur les 4 dernières saisons. Aucun joueur ne joue actuellement dans la NHL sur les 4 dernières saisons. Voilà, alors la question se pose sur l'effectif en lui-même, on va le décortiquer. Mais c'est vrai qu'au niveau de la draft, il y a un vrai problème du côté d'Edmonton, en dehors des choix évidents que sont Draisaitl, McDavid et Evan Bouchard. Alors vous le voyez, cet alignement, je vous l'ai mis sous les yeux, j'ai mis pas mal de jeunes, et puis il y a des joueurs qui sont arrivés pour renforcer la défense et au niveau du gardien. Mais moi j'ai une question à vous poser là, et vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord. Pour moi, on enlève Connor McDavid et Leon Draisaitl, et devant nous, on a la pire équipe de la ligue. On peut aussi parler d'Evan Bouchard, mais vraiment, enlevons McDavid et Draisaitl, mettons un joueur lambda à la place, et je pense qu'on a le pire effectif dans la ligue. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de choquant. Alors voyons voir cette équipe, avec tout le respect qu'on leur doit. J'ai fait une première ligne avec McDavid, RNH et Zach Hyman. Zach Hyman qui est le buteur patenté qui accompagne McDavid depuis maintenant plusieurs saisons. On sait qu'il est capable de marquer 40 buts, et clairement c'est un joueur qui est important à faire jouer avec une star comme McDavid.
Mais dès le second trio, on sent qu'il y a quand même un problème de profondeur. Podkozlin, Draisaitl, Savoie, pour moi, les ailiers de Draisaitl ne sont pas au niveau d'un joueur du niveau de Draisaitl. Mathieu Savoie est jeune, il a sûrement encore un potentiel à exprimer, mais pour moi, clairement, il y a un problème de supporting cast et ce n'est pas normal quand on a la chance de repêcher et d'avoir des joueurs comme Draisaitl et McDavid. La troisième ligne sera composée de Kasperi Kapanen, Jason Ligidson et Aatu Raati. Les deux premiers cités sont des joueurs corrects de NHL, mais de là à dire que c'est un supporting cast vraiment intéressant pour une équipe qui veut jouer la coupe Stanley, je suis un petit peu circonspect. Parlons un petit peu d'Aatu Raati, qui est un jeune joueur finlandais qui a signé pour une seule saison du côté d'Edmonton. Aatu Raati, c'est le meilleur pointeur de la ligue finlandaise la saison passée. Il a, à mon sens, tout à gagner de cette saison. Il a 25 ans, donc c'est déjà un joueur accompli. Et quand on fait l'analyse de son jeu, si ça se passe bien, pourquoi pas avoir une chance sur un premier, deuxième trio. En quatrième ligne, j'ai décidé de faire confiance à des jeunes en plus de Trent Frederic, qui a signé un immense contrat jusqu'en 2033. Ça, c'est pareil, j'ai du mal à comprendre, mais pourquoi pas. Isaac Howard, l'ancien MVP de NCAA, qui a commencé sa carrière en NHL cette saison et dont on attendait beaucoup, mais qui pour l'instant n'a pas réussi à produire au niveau attendu. Alors je l'ai mis en recrue, mais je pense pas qu'il a encore le statut de recrue, parce que je pense que ce sera sa deuxième saison dans la ligue, puisqu'il a dû faire plus de 10 matchs la saison passée. Et puis au centre, du coup, j'ai mis un autre rookie en Marjala. C'est pareil. En fait, j'essaye de trouver des joueurs capables de changer un petit peu les choses. Et Marjala, il a mis 60 points en 72 rencontres de AHL la saison passée, donc il a un talent offensif que j'aimerais bien voir, et j'aimerais que les Oilers fassent confiance à des jeunes, puisque la solution de vétérans ne fonctionne pas actuellement pour accompagner McDavid et Draisaitl. En défense, c'est pareil, on a un très bon défenseur en Evan Bouchard, dont on a parlé précédemment, on a cité le Canadien. Il est accompagné de Mathias Ekholm. Mathias Ekholm, c'est un super défenseur, il n'y a rien à dire, il a eu une très bonne carrière, mais il a 37 ans. Il a re-signé pour 3 ans. Est-ce que c'est le joueur parfait pour accompagner ? J'en sais rien, je suis un petit peu circonspect. Bon défenseur, donc ça va aider une ligne où il y a Evan Bouchard qui est très offensif comme défenseur, plus-minus de plus 32 la saison passée, le meilleur de l'équipe, donc ça prouve que ça fonctionne quand même. Est-ce que c'est suffisant ? Bon, ça c'est encore un autre débat. Au niveau de la défense, on a un deuxième duo qui est composé de Jake Wallman et Connor Murphy. Alors Jake Wallman a re-signé jusqu'en 2033 à 7 millions par an, alors qu'il a déjà 30 ans. Bon, pourquoi pas ? Il a 20 points la saison passée, moins 17 de plus-minus. C'est pas un mauvais joueur, encore une fois, hein. Mais 7 millions de dollars. Vraiment, moi, j'arrive pas à comprendre là ce que Edmonton souhaite faire. La troisième paire de défense sera totalement nouvelle, puisqu'elle sera composée de Shea Ryan et de Muka Madulin, l'ancien de San Jose. C'est des bons défenseurs. Ryan Shea sort d'une très bonne saison avec Pittsburgh. Il a signé un contrat de 4 millions par an sur 5 ans. Et attention, lui, il pourrait vite avoir une chance sur un deuxième duo s'il continue les bonnes performances de la saison passée. Pour le coup, je suis quand même beaucoup plus satisfait avec Ryan Shea à 4 millions qu'avec Jake Wallman à 7 millions. Voilà, mais ça c'est mon avis personnel. Au gardien, on essaye de donner une chance à l'équipe en allant chercher un vétéran qui a quand même gagné la Coupe Stanley la saison passée en Frederik Andersen. Je sais pas, je pense qu'il vient pour être titulaire avec Tristan Jarry, l'ancien de Pittsburgh. Mais les performances de Jarry n'ont pas été bonnes. Après, celles de Frederik Andersen non plus. Pour autant, il a quand même été titulaire pendant les premiers matchs de la Coupe Stanley. Alors, il a vite été changé, mais quand même, bon, à voir ce que ça donne la saison prochaine. Mais il y a aussi un point d'interrogation sur le niveau des gardiens la saison prochaine pour les Oilers.
Vous l'aurez compris, c'est un petit peu difficile de se prononcer sur les Oilers, tant on a envie de voir Draisaitl et McDavid réussir à gagner une Coupe Stanley, mais tant on a du mal à les imaginer la saison prochaine remporter tout ça. Alors peut-être que dans 11 mois, on me fera totalement mentir, entre guillemets, et que les Oilers auront remporté, mais il aura fallu quand même un sacré changement, et j'ai du mal à voir la simple arrivée de Mike Babcock révolutionner le jeu des Oilers, surtout que Babcock c'est quand même un coach à l'ancienne. Donc à voir un petit peu ce qui sera proposé la saison prochaine, mais moi je suis un petit peu circonspect sur les chances des Oilers. Et honnêtement, si l'année prochaine ça se passe mal, il faudra penser à échanger Connor McDavid avant qu'il arrive dans la dernière année de son contrat. Et alors là, bon courage pour réussir à récupérer Connor McDavid, mais ça sera tout un autre débat. Je vois donc les Oilers se qualifier la saison prochaine en série. Je pense qu'ils ont une chance, entre guillemets, c'est qu'ils possèdent la division la plus faible de la NHL. Donc, à mon sens, ils auront une chance de se qualifier. Mais à voir effectivement si cette division Pacifique va pas se renforcer aussi. J'ai du mal à l'imaginer être la plus faible de la ligue 2 années de suite. Mais je les vois se qualifier quand même assez facilement. Je dirais entre 6 et 14. Mais je les vois pas pour autant être favoris pour la Coupe Stanley la saison prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette nouvelle émission de notre tour des 32 franchises de la NHL. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter et à liker les vidéos. C'est toujours agréable de voir que vous nous suivez. Je vous rappelle que le jeu Chase the Cup est toujours disponible. C'est un jeu gratuit. N'hésitez pas à simuler vos carrières pour essayer de décrocher tous les succès possibles dans ce jeu. On se dit à dans 3 jours et on parlera dans 3 jours d'une autre équipe de cette conférence et de cette division Pacifique, mais qui a mieux réussi la saison passée puisqu'ils sont allés en finale. C'est bien sûr les Golden Knights de Las Vegas. Allez, salut l'équipe!